À l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Marie-Ève Bertrand, qui est pharmacienne, et on va discuter des contraceptifs oraux. Allô, Marie-Ève, Allô Isabelle, ça va bien? ça va super bien, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, j'ai eu envie de parler des contraceptifs oraux, puisque dans plusieurs sujets connexes au balado, on a fait mention des contraceptifs oraux combinés, surtout dans plusieurs épisodes. Puis là, je me disais, ben, coudonc, tu sais, ça revient tout le temps sur plein de sujets en santé de la femme. Donc, j'ai eu envie qu'on fasse vraiment le tour là, un peu de c'est quoi la pharmacologie, les indications, les effets secondaires, puis aussi parce que sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de désinformations circuler là, dans les dernières années sur la pilule contraceptive. Donc, on va faire le tour de la question ensemble. Je te laisse te présenter pour commencer. Dis-nous un peu c'est quoi ton parcours, puis c'est quoi ton lien avec la pharmacothérapie là, en contraception. Bien, merci Isabelle. Donc, comme tu me l'as mentionné, moi, je suis pharmacienne, fait que j'ai gradué en pharmacie en 2009. Puis, ben, à travers tout mon parcours, je me suis rajouté, ben, dans le fond, des diplômes d'études supérieures en gestion d'entreprise, puis en santé publique à l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Fait que je travaille en pharmacie. Comme vous pouvez aller pour renouveler vos médicaments, mais je travaille beaucoup aussi sur justement, ben, faire de la vulgarisation scientifique, travailler sur des parcours de soins, que ce soit à l'université, dans différentes chaînes et bannières en pharmacie, dans des conférences comme on le fait en ce moment. Puis, ben, c'est sûr que la santé de la femme, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'inégalités au niveau de la prestation de soins. Fait que ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour essayer d'un petit peu démystifier tout ce qui est, ben, contraception hormonale parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a beaucoup de choses qui se dit et qui se dédient, sur la contraception hormonale. Fait que de pouvoir, remettre un peu les pendules à l'heure, démystifier ça ensemble, ça va me faire super plaisir. Ben merci. Je pense que c'est vraiment important, là, c'est ça qu'on se dit, c'est quoi, là, les évidences scientifiques qui sont à jour. Entre autres, il y a eu plein de médiatisation qui a été faite sur les réseaux sociaux, dans les médias plus traditionnels, entre autres dans la presse, là, il y avait eu un article qui avait été publié sur le pourquoi que les jeunes femmes, quittaient la contraception hormonale. Donc, il y avait eu un graphique, entre autres, qui avait été tiré de la RAMQ, qui avait des données pour la tranche d'âge des 18 à 64 ans chez les femmes entre 2014 et 2024. Puis le taux d'ordonnance puis de prescription avait vraiment chuté. Donc, en 2014, on avait autour de 95 000 ordonnances qui avaient été mises pour des contraceptifs oraux. Puis en 2024, c'était rendu 51 000. Donc là, ça fait jaser. On se demande, ben, coudonc, tu sais, pourquoi que toutes ces femmes-là changent de type de contraception ou quittent carrément la contraception. Donc, selon toi, qu'est-ce qui explique des données comme ça? Puis pourquoi on voit une tendance à la baisse? Ben écoute, là, tu es venu chercher tout de suite mon petit côté santé publique. Tu sais, c'est super intéressant parce que justement, tu sais, des données comme ça, ben c'est sûr que ça amène beaucoup de questions. Des fois, ça amène pas de réponse, mais ça peut donner des tendances. C'est sûr que, ben la première question que je me suis posée, c'est, mais est-ce que les hommes se font plus vasectomiser? Ben non. Fait qu'on pourrait encourager nos hommes à s'impliquer, mais ça aurait pu être une raison. J'ai découvert que, ben, tout ce qui est stérilet, il y a quand même eu une augmentation, significative dans les dernières années qui peut se répercuter parce que là, c'est des données RAMQ, fait que la prescription puis renouvellement. Fait que c'est sûr que si plus de personnes qui utilisent une méthode à long terme, ben, tu as moins de prescription des autres méthodes ou même du stérilet, puis de moins de renouvellement. Puis il y avait tout l'aspect aussi, de l'impact de la pyramide des âges qui est inversée. Tu sais, c'est le concept que, ben, dans la société, on a moins de jeunes personnes et plus de personnes âgées. Puis, ben, c'est sûr que c'est plus le temps avance, plus il y a de personnes plus âgées dans notre société. Fait que sur 10 ans, cet changement-là dans nos caractéristiques, par exemple, les femmes, ben, au lieu d'avoir 30 ans, sont rendues à 40 ans, de 40 ans à 50 ans. Bon, on le sait que la population de entre 40 et, ben là, les données, c'est 64 ans, mais on s'entend qu'à 64 ans, il y a pas beaucoup de gens qui sont sur la contraception. On est plus rendu en ménopause, mais que vu que dans la pyramide des âges, on avait plus de personnes dans ce groupe-là, ben ça pouvait expliquer naturellement pourquoi qu'on avait moins de personnes aussi qui utilisaient ou renouvelaient. Mais en dehors de ça, tu sais, ces phénomènes-là n'expliquaient pas toute
la disparité qu'on voyait. Fait que je trouve ça intéressant. Puis on a vu des sondages, ce sont pas nécessairement des études, mais des sondages où est-ce que, ben, le coût avait été, nommé comme pouvant être un enjeu, les effets secondaires. Moi, je verrais même plus loin, c'est peut-être la prise en charge et la façon dont les contraceptions sont présentées aux patientes qui peuvent devenir, un enjeu. Puis, ben, la désinformation que ça, on faut pas mettre de côté, mais c'est sûr, ça, on a des études claires là-dessus que, ben, en ligne, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui ont une très, très grande visibilité, puis que la majorité de ces contenus-là, ben, ils sont faits par des gens qui ont malheureusement pas, les compétences et la science pour bien informer, ce qui fait en sorte que ça peut créer, ben, un sentiment d'inconfort, de peur, puis de rejet, de ces méthodes-là. Oui, puis la façon que les jeunes maintenant s'informent, c'est beaucoup plus par les médias sociaux que par les médias traditionnels ou les plateformes formelles d'éducation, soutenues par la science. Donc, c'est ça, il y a tellement de messages qui sont diffusés, puis qu'ils vont avoir une rapidité de de diffusion, si on veut, pour rejoindre un grand public. Entre autres, tu sais, je pense à une vidéo d'une Française qui avait dit: c'est officiel, l'OMS a dit que les contraceptifs oraux donnent le cancer. Fait que là, c'était comme grosse affaire sensationnaliste. Fait qu'il faut faire attention aussi de où on s'informe, puis c'est qui nos sources, puis c'est pas tout le monde qui va les revalider. Donc, je pense que c'est ça vraiment le but là, tu sais, de la discussion aujourd'hui, ça va être de mettre la table sur qu'est-ce qui est soutenu ou pas par la littérature. Entre autres, les effets secondaires, tu sais, je viens d'en parler, là, c'est souvent ça l'argument qui est utilisé par les jeunes femmes pour dire: «On quitte la contraception hormonale». Est-ce que ça l'a changé ou c'est pas mal les mêmes effets secondaires depuis des dizaines d'années? Puis est-ce qu'on peut faire un petit historique, tu sais, de la contraception, là, au fil du temps? Ouais, ben, écoute, mettons, je vais commencer par peut-être un petit historique, ça va nous situer, puis ça va aider, je crois, à relativiser un peu les choses. Tu sais, la contraception ou la pilule contraceptive, parce que c'est sûr, la contraception non hormonale, à travers les temps, les époques, on a toujours trouvé des petites façons, mais la contraception hormonale, la fameuse pilule, elle a été développée dans les années 50 aux États-Unis, puis au Canada, elle a été commercialisée dans le temps, c'est sur le nom de Enovid en 1960. Intéressant à savoir qu'en 1960, au Canada, la contraception et faire de la publicité de la contraception était totalement interdite, fait que par la loi. Puis aussi, ben, on se ramène dans un autre contexte où, par exemple, la religion était très présente. Fait que c'était deux aspects qui, disons, mettaient pas à profit l'utilisation de la contraception. Fait que les premiers la première façon ça a été commercialisé, c'était comme agent pour aider au cycle menstruel ou pour aider aux problèmes de cycle menstruel, ayant comme effet secondaire l'infertilité. Donc, c'était pas prescrit comme agent contraceptif. Puis, ça l'a pris, dans le fond, presque 10 ans, fait qu'en 1969, au Canada, où est-ce que, ben, ça a été, ce n'était plus criminel de prescrire, la contraception. Fait qu'à partir des années 70, là, on a vu, une plus grande utilisation. Puis dans ce temps-là, les premiers contraceptifs, là, je vais essayer de donner un petit exemple. C'est sûr que les composés n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ici, on se fait, une comparaison. L'estrogène principal qui est utilisé en ce moment, c'est l'éthynine estradiol. Puis dans les premières pilules contraceptives, là, on avait 150 microgrammes de cette molécule-là. Versus aujourd'hui, on est autour de 10 à 35 microgrammes de cette même molécule-là pour les contraceptifs oraux combinés. Donc, on voit qu'il y a eu comme un très, très gros changement au niveau des doses. Donc, à l'époque, c'est sûr qu'il y avait vraiment plus d'effets secondaires parce que les effets secondaires sont liés à la dose. Les effets secondaires qui étaient vécus étaient ben, très semblables à aujourd'hui, mais ce qui peut expliquer des fois aussi où est-ce qu'il y a une certaine mémoire collective, de dire comme «Ah, il y a eu des très, très, très gros effets secondaires». D'ailleurs, ça a été pris, très au sérieux, à l'époque parce que dans les années 70 aux États-Unis, il y a eu, tu sais, la commission Nelson, dans le fond, qui visait parce qu'il y a des gens qui, justement, mentionnaient: «Il me semble qu'il y a tel risque, il me semble tel effet secondaire qu'on devrait surveiller».
entre autres, les fameux risques, thrombotiques. Puis ça l'a amené, dans le fond, à une surveillance accrue, à de la ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Fait que la pharmacovigilance, c'est quand on surveille les tu sais, un paramètre pour le suivre dans le temps puis l'ajuster. Puis c'est ce qui a amené, dans le fond, tous les nouvelles pilules contraceptives, plus modernes avec des doses vraiment moins élevées, d'hormones à l'intérieur qui sont franchement mieux tolérées, qu'à l'époque. Ça, c'est un peu l'histoire, mais là, c'est quoi les ces fameux effets secondaires-là? Si on parle d'aujourd'hui, au niveau des contraceptifs oraux combinés, puis là, ben, c'est sûr que si on se rappelle, tu sais, dans les contraceptifs, il y a la fameuse pilule par la bouche, mais il y a aussi, il peut avoir un implant, il peut avoir la patch, il peut avoir l'anneau, il peut avoir une injection. Fait que c'est sûr que dépendant la voie d'administration, il peut avoir des effets secondaires locaux, comme par exemple la patch. Ben, ça peut créer une irritation locale, même chose, pour l'anneau, pardon. Mais si on parle, tu sais, par la bouche, ce que souvent, là, c'est plus de ces produits-là auxquels on fait référence, les produits qui contiennent de l'estrogène puis la progestérone, ont l'effet secondaire qui est le plus rapporté, qui va être environ chez 10% des 10% des utilisatrices, c'est les nausées. Ensuite, puis là, je vais parler de profil d'effets secondaires parce que, ben, sur le marché en ce moment, il existe environ, tu sais, une trentaine d'options, donc à des doses qui sont différentes, avec les molécules qui sont pas exactement les mêmes. Fait que c'est sûr de passer chacune d'entre elles, ça serait un peu long. Mais sinon, comme profil d'effet secondaire, ça va être de 1 à 5 des personnes qui l'utilisent qui vont en vivre. Puis là, on va parler, ben, imaginez un peu tout ce qui pourrait être lié ou faire penser à tout ce qui est syndrome prémenstruel. Fait que on peut avoir acné, fait que des boutons, tout ce qui est, ben, maux de tête, nausées, je l'ai nommé, mais je l'avais nommé en premier parce que un petit peu plus, souvent, douleurs au sein, crampes. Ça peut amener chez certaines personnes, l'arrêt des menstruations. Des fois, c'est désiré pour certaines, considèrent ça comme un effet secondaire. Ça peut amener des saignements irréguliers, ce qu'on appelle le fameux spotting, qui est pas un saignement de menstruation, mais qui est juste des petites tachelures, en dehors, du cycle. Ça peut jouer sur l'humeur, ça peut jouer sur la libido, à la hausse, à la baisse. Puis chose qui c'est un peu moins, physiquement visible, mais chez certaines personnes, ben, ça peut amener, une modification de tout ce qui est profil lipidique, glycémique, tension artérielle. Fait que ça veut dire, mettons, le taux de cholestérol ou de triglycérides dans le sang, le taux de sucre dans le sang. Chez certaines personnes, ça peut amener, des modifications. Puis, il y a certains autres types de contraceptifs hormonaux qui sont juste des progestatifs. Est-ce qu'on va avoir les mêmes effets secondaires? Puis c'est quoi la différence principale avec les combinés? Oui, super de bonnes questions. Fait que, tu sais, quand on parle de contraceptifs, ben, que ce soit oral ou contraceptif tu sais, combiné, on va avoir et de l'estrogène et de la progestérone à des doses qui peuvent changer, puis des molécules qui peuvent être différentes. Fait qu'il y a tout plein de combinaisons qui peuvent amener, comme je disais, un profil d'effet secondaire qui est différent d'une sorte de pilule à l'autre. Après ça, quand on parle de contraception orale, mais qui est pas combinée, ça veut dire qu'on va avoir un progestatif seul. Fait qu'il y aura pas d'estrogène. Fait que le profil d'effet secondaire, tu sais, va être différent parce que clairement, l'estrogène n'est pas là. Et ben là, l'effet secondaire principal qui va être vu le plus souvent, ça va être vraiment tout ce qui est spotting, saignements, qui sont en dehors, tu sais, de la période menstruelle. C'est vraiment ça qui va être vu le plus souvent. Dans des moindres fréquences, on peut quand même, tu sais, voir, changement au niveau de l'humeur, au niveau de la libido, ces aspects-là qui peuvent être présents aussi. Puis quand on va consulter notre médecin ou notre IPS pour avoir une prescription de contraception hormonale, qu'est-ce qu'on devrait, tu sais, demander ou s'informer? Comment qu'on fait comme patiente ou comme femme pour savoir c'est quoi le bon type pour nous? Qu'est-ce qu'il faut qu'il soit demandé dans le cabinet? C'est super important, Isabelle, parce que, tu sais, je pense que c'est un peu le nœud
tu sais, de l'enjeu. C'est-à-dire que puis je pense qu'à travers toutes tes balados, tu sais, c'est ça qui ressort, c'est qu'au niveau de la santé de la femme, ben souvent quand tu vas consulter, ben des f puis au niveau du système de santé en général, mais souvent il y a pas beaucoup de temps. Des fois, on peut être moins écouté, nos symptômes peuvent être minimisés. Puis quand on parle d'effets secondaires, ben c'est sûr que ça doit être individualisé d'une personne à l'autre selon, ben les attentes de cette personne-là. Fait que, tu sais, quand on se présente puis qu'on demande une contraception, tu sais, le numéro un, c'est de vouloir avoir un échange. Si le professionnel devant vous fait juste comme: «Ouais, je te prescris ça», puis pose tu sais, ah, et pas de questions, pose pas de questions. À mon sens, tu sais, c'est inadéquat. Donc d'aller chercher, ben, comme un balado, mais aussi, tu sais, des fois, on voit soit ça peut être l'infirmière, ça peut être le médecin. Et tu sais, si on suite à ça, on a une prescription, on se ramasse à la pharmacie, on peut poser des questions. Mais c'est super important cet aspect-là. Puis je pense qu'on se le réapproprie, les femmes, de dire que on a des questions, on veut être répondu. Puis à ce moment-là, le profil d'effet secondaire, par exemple, pour moi versus pour toi versus une autre femme, peut-être que moi, le spotting, ça me dérange pas, mais que je voudrais pas avoir des changements sur ma libido. Ou au contraire, une autre personne pourrait dire, ben, si ça l'influence un petit peu de ce côté-là, mais j'ai déjà beaucoup d'antécédents de maux de tête, je voudrais pas en avoir plus, ben, que ça puisse, tu sais, se décider puis en discuter, puis qu'il y ait un suivi aussi. Parce que c'est beaucoup ça aussi l'enjeu, c'est que souvent il y a une prescription qui est faite sans nécessairement poser de questions sur, ben, quelle est la contraception qui te conviendrait le plus, qu'elle soit hormonale ou pas. Puis si elle est hormonale, quelle forme? Patch, pilule, anneau. Puis, ben, par la suite, de faire le suivi de la tolérance. Parce que souvent, on renvoie les personnes à la maison, puis s'il se passe quelque chose, ben, ces personnes-là ne savent pas à qui s'adresser, savent pas quoi faire, si c'est normal ou pas. Puis, ben, là, peut devenir un réflexe, tu sais, d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller s'informer à des endroits où l'information est pas tout à fait juste. Fait que, tu sais, je pense que faut vraiment, en tant que patiente, là, de revendiquer ce besoin-là à l'information, puis pas lâcher le morceau quand on est chez le professionnel pour sortir du bureau, sortir de la pharmacie, sortir d'avec l'infirmière avec une réponse à toutes nos questions. Puis est-ce que les effets secondaires sont quand même assez fréquents? Parce que, tu sais, si on se dit qu'il faut, demander ou nécessiter un suivi au cas où il y aurait des effets secondaires, c'est est-ce que la majorité des personnes qui prennent de la contraception hormonale vont avoir des effets secondaires ou ça reste marginal? Ben, comme je te le disais tout à l'heure, tu sais, le plus grand effet secondaire est environ à 10 des utilisatrices. Après ça, on est à 1 à 5. Fait que ça reste que la majorité des personnes vont quand même bien le tolérer. Par la suite, c'est sûr aussi, ben, ce qu'on ce qu'on voit, c'est que dans les premières semaines, les premiers mois d'utilisation, c'est surtout là qu'on voit les effets secondaires qui se placent avec le temps. Pourquoi? Mais parce qu'on est en train, dans le fond, de modifier le cycle menstruel qui était déjà en place vers autre chose. Fait que le temps qu'on arrive à un nouvel équilibre, ben, c'est surtout là qu'on va voir les effets secondaires en premier, puis qui devraient s'atténuer dans le temps. Malheureusement, chez certaines personnes, les effets secondaires ne s'atténuent pas ou deviennent extrêmement dérangeants. Puis, ben, je crois qu'une des raisons parfois qui arrive qu'on fait juste l'arrêter, ben, c'est que quand arrivent des situations comme ça, on n'a personne à qui poser des questions, dire: «Est-ce que c'est normal? Est-ce que je peux faire autre chose?» Ou justement, je crois peut-être dans l'esprit populaire, mais je crois que, tu sais, tantôt je disais, il y a environ une trentaine de produits contraceptifs hormonaux. Beh, je pense que pour la majorité des gens, j'ai comme: «Ah, il en existe 2, il en existe un, il en existe 3». Il existe énormément de combinaisons qui si on, tu sais, on comprend bien la dynamique des effets secondaires, si on écoute bien les besoins de la personne devant nous, on pourrait peut-être trouver une autre option qui conviendrait mieux. Les effets secondaires, est-ce qu'une fois qu'on arrête la contraception, est-ce qu'ils peuvent s'en aller ou il y a certaines évidences qui nous disent qu'une fois qu'on a les effets secondaires, même si on cesse la contraception, ça peut persister dans le temps? Mais habituellement, là, quand on cesse
la contraception. Puis là, tu sais, ça peut dépendre aussi depuis combien de temps on le prenait versus, ça fait 2 jours qu'on le prend, on l'arrête. C'est sûr que ça risque d'être, plus rapide, mais en général, dans les 3 mois qui suit la cessation d'une contraception hormonale, ben, le cycle qui était présent auparavant revient, donc les effets secondaires s'atténuent. Habituellement, la majorité des personnes, ça va être dans le premier mois, dans tu sais, les premières semaines, premier mois, mais si on peut parler pour peut-être des personnes qui avaient un cycle plus irrégulier, jusqu'à 3 mois pour un retour à la condition qui était là avant. Puis ça, ben, on parle aussi de fertilité, parce que c'est ça, tu sais, c'est souvent une question de dire, ben, est-ce qu'il faut que je fasse des pauses? Est-ce que c'est dangereux? Ça fait longtemps que j'en prends. Est-ce que je vais avoir la difficulté à retrouver, une fertilité? Dans le fond, tu sais, il y a quand même des personnes qui, la journée après, qui arrêtent la pilule contraceptive ou la contraceptive hormonale, peut, avoir une grossesse. La majorité des personnes, dans le fond, on va avoir, tu sais, un peu comme 3 jalons, là, mais tu sais, 70 des personnes qui veulent concevoir vont être capables de le faire en dedans de 3 mois suite à l'arrêt. Après ça, ben, on atteint 80 quand on est rendu à 6 mois plus tard. Puis dans 1 an après l'arrêt, ben, là, on est à 90 des personnes qui sont capables de concevoir. Fait que le retour à la fertilité, il est là. C'est sûr qu'il faut comprendre aussi qu'il y a peut-être d'autres facteurs. Quelqu'un qui arrêterait, par exemple, la contraception à 20 ans versus à 40 ans. Il y a d'autres facteurs externes qui peuvent jouer sur la fertilité, qui est pas la contraception, mais qui est plutôt l'âge puis les capacités, du corps. Mais, en général, là, c'est l'information qu'on a pour le retour à la fertilité puis le retour à la normale sans effet secondaire. C'est intéressant que tu en parles parce que tu sais, personnellement, moi, j'ai eu des troubles de fertilité, puis je pense que le premier réflexe qu'on a comme personne qui a pris la contraception hormonale, c'est de se culpabiliser puis de dire: «Ah ben, tu sais, si j'avais pas pris ça toutes ces années-là, peut-être que ça l'aurait changé un peu le parcours». Ce que j'entends, c'est qu'il y a pas d'évidence qui soutienne ça. Non. C'est intéressant à savoir parce Non, que, tu c'est sais, ça là-dessus. c'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'est très important parce que c'est vrai que tu dis, tu sais, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Puis dans cette situation-là, tu sais, on va être sûr qu'on fait 100 des bonnes choses, 100 comme il faut. Puis, ben, c'est sûr que on se questionne jamais avant d'en arriver, tu sais, à cette étape-là. Mais ça, tu sais, ça aurait pu être possible, comme, tu sais, vous savez, la fertilité, tu sais, féminine, ben, dès la naissance, hein, on sait combien qu'on a d'ovules en devenir. Fait que, tu sais, il y a des paramètres que, on n'a aucun contrôle puis qui sont là dès la naissance, mais qu'on ne se questionne pas, avant d'être rendu à cette étape-là, mais qui fait en sorte que c'est pas de votre faute et la pilule contraceptive n'en est pas une, là. Mais tu sais, moi, je suis de la génération que, tu sais, adolescente, pour, soit contraception ou autres symptômes, on pourra en parler après, là, des autres indications. On se présentait dans le cabinet du médecin, on disait, «Voici, la raison de ma consultation». On partait rapidement avec une prescription, puis tu sais, rien ne nous était expliqué. On savait pas qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, on savait pas les effets secondaires, on savait pas quoi faire si ça fonctionnait pas. Fait que je pense que c'est normal parce qu'on a tellement pas eu d'éducation sur la contraception hormonale que je pense que c'est un réflexe normal de se dire a posteriori: «Ben, c'est-tu ça peut-être?» Mais tu sais, si on nous expliquait d'emblée c'est quoi tous les avantages, les inconvénients, puis que c'était une décision libre et éclairée, ben probablement qu'on aurait moins la culpabilité après ça, si on a des enjeux de fertilité, de se dire: «Ben, je suis responsable de ça». Fait que je pense que l'éducation, c'est bon, oui, pour la décision libre et éclairée, mais aussi pour la suite des choses, selon ce qui arrive dans la vie, là, d'une personne. Dans les autres indications officielles, parce que là, on parle de contraceptifs oraux, mais qu'est-ce qu'on a comme indication en dehors de la contraception pour donner ce type de molécule-là? Ouais, ben, comme tu l'as nommé, l'indication numéro 1, je pense que c'est clair, empêcher une grossesse, qui est non désirée. Sinon, il y a toute la portion, ben, pour
traiter, dans le fond, des problématiques, par exemple, avec le cycle menstruel. On peut penser à des saignements qui seraient super abondants, tu sais, puis même par la bande, ça peut traiter une anémie, parce que si on a beaucoup, beaucoup de saignements autant abondants, ben, on peut même, tu sais, aller jusqu'à développer de l'anémie par perte sanguine. Fait que tout ce qui est trouble, saignement, douleur importante lors, des menstruations, ça peut être une façon de régulariser, le cycle, de limiter, la douleur. On le voit aussi en endométriose. Fait que, tu sais, la douleur, on peut parler dans un cas spécifique d'endométriose, mais la douleur, en général, qui est pas nécessairement liée à cette problématique-là de santé. Ensuite, on peut vouloir régulariser le cycle pour des personnes qui ont des cycles vraiment, vraiment très erratiques, très longs, très courts, des menstruations qui peuvent être très longues dans le temps. Fait que ça, tout ce qui est, lien avec, une régularisation du cycle. Après ça, ben, tu sais, tous les aspects aussi qui sont liés au SPM. Donc il y a des personnes chez qui malheureusement, mais c'est pas juste une petite farce là, genre: «Ah ouais, tes humeurs vont moins bien», tu sais, il y a vraiment des gens chez qui, le syndrome prémenstruel, c'est même comme un petit trouble dysphorique là. Fait que c'est-à-dire que, tu sais, la période avant les menstruations, elles sont vraiment dans une détresse psychologique très forte. Fait que d'utiliser, dans le fond, la contraception hormonale pour régulariser, le cycle hormonal pour que ces périodes-là soient, ben, atténuées ou, tu sais, moins drastiques. Tout ce qui peut être en lien aussi avec certains débalancements hormonaux. L'acné peut être causé, par un débalancement hormonal. Fait qu'il y a certains contraceptifs oraux qu'on peut donner, pour aider ça. L'hirsutisme, qui est dans le fond d'avoir, une pilosité, qui est, plus importante. Fait que, tu sais, on pourrait penser, par exemple, des femmes qui ont un poil abondant au niveau du visage, qui peut ressembler un peu à une barbe, qui serait non désirée, mais on peut aller, dans le fond, essayer de corriger ça, améliorer ça avec une contraceptif hormonal. Le mécanisme de fonctionnement, est-ce que c'est le même pour toutes? Est-ce que ça bloque l'ovulation, ça bloque la nidation? C'est de façon là, assez générale là, est-ce que tu peux juste dire un peu comment ça fonctionne Ouais. sur le cycle? Beh, dans le fond, quand on parle de la contraception combinée, fait que celle qui a de l'estrogène et de la progestérone à l'intérieur, ben celle-là, son mécanisme d'action principal, ça va être de venir jouer sur le cycle, dans le fond, le cycle menstruel. Fait que dans le cycle menstruel, habituellement, bon, on a une augmentation d'estrogène qui fait en sorte qu'éventuellement, on a un pic de 2 petites hormones qui font en sorte, qu'on va ovuler. Puis suite à ça, ben s'il y a pas, conception, ben, il va y avoir une petite augmentation de progestérone, tout ça, puis oups, tout va dropper, menstruation. Donc, la pilule combinée, oestrogène, progestérone, ben, va venir empêcher le pic des 2 petites hormones qui est l'AH, la LH, la FSH, qui va empêcher l'ovulation. Fait que la pilule combinée empêche l'ovulation. Progestatif, habituellement, va plus jouer sur l'aspect de, tout ce qui est la glaire cervicale, fait qu'au niveau du col de l'utérus, il y a une glaire qui peut être plus, malléable ou plus épaisse selon le moment du cycle ou selon ce qu'on prend. Donc, par exemple, avec un progestatif, ça peut faire en sorte que la glaire, elle est plus épaisse, ce qui va empêcher, le passage, des spermatozoïdes. Puis aussi empêcher ou rendre, l'endomètre, donc la couche interne de l'utérus, dans le fond, pas propice à la nidification. Fait que ça veut dire qu'il pourrait avoir ovulation, mais que l'ovule risque d'être tout seul puis pas se passer grand-chose parce qu'on empêche le passage des spermatozoïdes, puis on empêcherait son implantation. En termes de contre-indications, là, on vient de parler des Oui. indications, fait que des contre-indications à prendre la contraception hormonale. Est-ce qu'il y en a des absolues versus des relatives? Oui. Dans le fond, dans nos contre-indications, à la prise de la pilule contraceptive, puis là, encore une fois, il va y avoir une différence entre les combinés, tant qu'il y a estrogène et progestérone à l'intérieur, versus celle juste avec un progestatif. Ce qui va nous amener peut-être à parler aussi de tous les aspects de, tu sais, risque thrombotique, risque, cardiovasculaire, que je pense que ça, c'est un des gros, gros, gros sujets, tu sais, qu'on entend parler, puis que la désinformation. Mais c'est sûr que ce qui serait une contre-indication absolue, ben, c'est toute personne qui aurait déjà des enjeux qui le mettraient à risque de thrombose. Fait que quelqu'un qui a déjà fait une thrombose, un embolie, un ACV, tu sais, infarctus,
tout ça qui font en sorte qu'ils ont déjà des problématiques cardiovasculaires et que si, on prend une contraception orale combinée, ce risque-là, augmente, puis qu'on le jugerait inacceptable dans cette situation-là. Fait que ça, c'est pour contraception combinée. Ce qui est quand même intéressant dans notre offre de contraceptifs, c'est que souvent qu'est-ce qui est contre-indiqué pour la combinée, peut devenir adéquat pour justement la progestatif seul. Fait que, par exemple, cette contre-indication-là absolue qui est pour la combinée, dans le fond, elle va tomber au niveau du progestatif. Encore une fois, il y a certaines petites situations très précises, d'où l'important de toujours, discuter avec son professionnel pour évaluer cas par cas. Mais en gros, là, c'est une des premières contre-indications. Un cancer du sein qui est actif, ça va être une contre-indication, absolue aussi, fait vraiment contre. Puis après ça, tout ce qui est des maladies, mais des maladies qui sont sévères là, comme, des maladies sévères du foie, un lupus, puis, l'âge et le tabac combinés. Mais l'âge seul n'est jamais, une contre-indication, mais quelqu'un qui aurait plus de 35 ans, puis qui aurait un statut tabagique, qui fume, 1 paquet et plus par jour, ça serait une contre-indication ou du moins, pour l'instant, c'est considéré une contre-indication absolue, mais il faudra avoir des discussions pour quelqu'un qui déciderait d'aller de l'avant parce que les risques surpassent, les bénéfices. C'est intéressant parce que, tu sais, on entend de plus en plus parler, là, des hormones en ménopause, là. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup de recherches puis de gens qui ont parlé de l'hormonothérapie, entre autres bioidentique à la ménopause. Est-ce que les recherches de contraception hormonale et de ménopause, ils se suivent ou parce que, tu sais, les contre-indications, c'est un peu les mêmes qui reviennent tout le temps, mais là, on essaye de démocratiser l'hormonothérapie pour la femme ménopausée, périménopausée. Est-ce qu'on fait des recherches en parallèle sur les 2 types d'hormonothérapie? Beh, dans le fond, c'est super intéressant ta question. Puis, tu sais, assez rapidement, tu peux faire perdre le fil, puis, tu sais, mélanger des concepts parce que, tu sais, vraiment dans l'hormonothérapie, il y a vraiment un concept important qui est, le type de molécule, fait que le type d'estrogène, le type de progestatif, puis sa voie d'administration qui peut faire toute la différence entre devient problématique ou est, moins problématique ou sécuritaire. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes types d'hormones. Fait qu'on pourrait pas, par exemple, faire comme: «Ah, ben là, en hormonothérapie, on utilise des patchs, donc je vais utiliser la patch en contraception, je viens tout régler». Puis c'est comme: «Ah, non». Il y a une petite complexité supplémentaire parce qu'on n'est pas dans la même molécule, donc ça l'influence pas exactement la même façon au niveau du corps. Mais il y a c'est ça, comme tu le dis, il y a des parallèles à faire, mais pour l'instant, c'est quand même 2 sujets qui sont tu sais, séparés, puis que clairement, je pense que tu vois qu'il y a un intérêt à faire un chemin entre les 2. Puis il y a vraiment un intérêt aussi à faire un chemin entre les 2 parce que probablement beaucoup de personnes qui écoutent en ce moment qui est comme: «Mais moi, je suis entre les 2 là, j'étais à 40 ans, je suis peut-être préménopausée, mais je souhaiterais avoir une contraception, mais là, je suis pas encore dans la ménopause». Fait que ce champ-là, où est-ce qu'on en est entre les 2, ça se parle pas encore, assez. Il y a pas encore assez C'est ça, d'informations. puis tu sais, dans le fond, ma question se voulait un peu, éducative, puis pour clarifier aussi, parce que, tu sais, on utilise les grands thèmes estrogène, progestérone, mais il faut savoir, c'est ça, qu'il y a différents types de molécules synthétiques, bioidentiques, il y a différents types d'estrogènes, il y a différents types de progestatifs. Donc et tu sais, c'est pas parce qu'on a eu une contraception, par exemple, hormonale combinée, qu'on avait des contre-indications que nécessairement il faut se dire, ben, rendu à la périménopause, ménopause, je pourrais pas avoir d'hormonothérapie. Fait que je pense que c'est ça, c'est de continuer de s'informer, puis de pas tout mettre ça dans la même catégorie, puis de mettre ça aux poubelles d'emblée. Parce que je pense qu'il y a vraiment, tu sais, un ensemble de molécules différentes qui existent. Fait qu'il faut juste s'adresser aux bons professionnels en temps opportun, puis reposer des questions, puis
c'est ça, de faire part de notre historique de santé puis de nos antécédents. Puis si on a un professionnel qui est bien formé, il devrait nous poser aussi des questions sur les antécédents de santé, antécédents familiaux de cancer, ces choses-là, par exemple. Fait que je pense que c'est ça, c'est bien de faire la nuance parce que des fois, on met toutes les hormones dans la même catégorie, mais en réalité, comme tu l'as bien dit, c'est séparé puis c'est pas tout à fait les mêmes choses qu'on a dans les contraceptifs hormonaux versus l'hormonothérapie de remplacement. Tu as tout à fait raison. Oh, est-ce que tu peux parler un petit peu là de c'est quoi les alternatives? Parce que là, on parle beaucoup de contraception hormonale. C'est si on veut pas ou si on a des contre-indications pour prendre des contraceptifs hormonaux, qu'est-ce qui existe d'autre pour éviter une grossesse non désirée? Mais, tu sais, là, si on met de côté tout ce qui est hormonal, fait que là, tu sais, on parle autant de la pilule contraceptive que toutes les autres formes, fait que ce soit le, tu sais, le stérilet hormonal, l'injection, l'implant, si on met tout ça de côté, ben, c'est sûr qu'on a des méthodes qui sont non hormonales qui existent. Fait que tout ce qui est méthode barrière, fait que probablement le plus connu qui est le condom masculin, féminin ou condom externe, interne, l'éponge contraceptive, le diaphragme. Il y a d'autres méthodes aussi qui sont plus, définitives. On parle de la ligature, des trompes et de la vasectomie. Puis, ensuite de ça, il y a aussi les méthodes qu'on va qualifier de naturelles, mais qui sont la méthode, du calendrier. Puis, dans le fond, au niveau de suivre son cycle menstruel, la méthode aussi symptothermique ou la méthode qu'on appelle la température. Puis là-dedans, est-ce qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres? Ben, dans le fond, on fait toujours la différence, quand on mettons, on calcule ou on exprime l'efficacité, ben, on va avoir l'efficacité dans le fond, qui est comme étudiée, fait que c'est-à-dire dans un contexte, où est-ce que tout le monde respecte à la lettre, toutes les directives. Fait que mettons, si on peut les comparer, dans le fond, au niveau, par exemple, de la pilule contraceptive ou des méthodes hormonales, on est autour de 99 et plus dans une méthode parfaite. Après ça, ben, on va toujours le comparer à une méthode qu'on dit la vraie vie. Parce que, ben, dans la vraie vie, t'es pas dans un labo, tu prends peut-être pas tout à la même heure, des journées que t'es fatigué, des journées que t'es malade, il y a plein de choses qui peuvent influencer. Fait que là, ça, c'est dans la vie réelle. Fait que là, par exemple, la contraception hormonale, dans la situation réelle, on est autour de 91 d'efficacité. Ensuite, quand on va tomber, tu sais, par exemple, dans les méthodes barrières, les méthodes naturelles, ben là, encore une fois, on est dans l'utilisation parfaite. On est autour de 80. Fait qu'il est quand même intéressant. Par contre, il faut y avoir une utilisation, parfaite, puis c'est peut-être là le défi. Sinon, après ça, tu sais, avec une utilisation réelle, ça peut chuter là, en bas des 60. Fait que, encore une fois, tu sais, je pense que c'est toujours de bien comprendre, puis d'analyser qu'est-ce qui peut nous convenir ou pas. Tu sais, une personne qui est comme: «Ben, moi, la méthode du calendrier, je serais jamais capable de faire ça». Bon, ben, écoute, c'est peut-être pas ta technique, pour toi. Tu seras pas capable d'être assidu à tous les jours. Fait qu'on va tu sais, on va aller vers autre chose. Tu sais, une méthode barrière, peut-être que ça risque d'être plus intéressant de ton côté, puis tu risques moins, d'oublier ou plus facile à gérer. Fait que c'est toujours adapté, tu sais, à la réalité des personnes qui l'utilisent. Peut-être un petit rappel sur quel type de contraception est efficace aussi pour protéger contre les ITSS, donc les infections transmissibles sexuellement et par le sang, parce qu'on voit vraiment une recrudescence, entre autres chez les jeunes là, d'ITSS. Donc peut-être juste faire un rappel sur qu'est-ce qui est efficace à la fois comme contraceptif et comme, barrière aux ITSS. Ouais, ben là, on faisait la face tout à l'heure que la méthode, infaillible étant l'abstinence. Par contre, on ne la suggère pas vraiment parce qu'habituellement, c'est pas compatible avec le plaisir et la vie. Mais c'est sûr que la seule méthode qui va et protéger contre les ITSS et avoir, une protection contre les, grossesses non désirées sont les méthodes barrières, que le condom, interne et externe. Donc qui amène vraiment une barrière, qui empêche dans le fond le contact des fluides corporels ou de micro-lésions, peau à peau.
C'est fait que dans le fond, une méthode seule, par exemple hormonale, n'aurait pas de protection, contre les ITSS. Dans un monde idéal, là, tu sais, parce qu'on a entendu aussi beaucoup parler, là, de la pétition, là, en 2024, il y a une pétition qui a été lancée, entre autres de concert par, la Fédération du planning, là, québécoise du planning des naissances avec Québec solidaire, entre autres Ruba Gazal, là, qui est chef de Québec solidaire, qui a beaucoup milité pour la contraception gratuite. Tu sais, à quand tu penses qu'on va avoir justement des lois ou d'un accès, entre autres, tu sais, pour rendre, je sais pas, là, les condoms disponibles gratuitement, d'avoir la contraception hormonale gratuite? Comment tu vois ça, là, tu sais, pour les prochaines années? Est-ce que tu penses que c'est réaliste de s'attendre à ça ou pas du tout? Ben moi, je pense que c'est super réaliste, puis qu'à la limite, c'est le Québec, on est en retard parce que en ce moment, au niveau fédéral, ben, du temps de Justin Trudeau avait voté que, au Canada, la contraception soit, gratuite. Donc, en ce moment, ben, il y a un budget disponible au niveau fédéral, puis la santé étant une juridiction provinciale, là, mais dans le fond, les provinces peuvent se prévaloir de ce programme-là qui a été avancé par le fédéral pour financer la mise en place de la contraception gratuite sur leur territoire. En ce moment, il y a la Colombie-Britannique qui le fait, il y a le Manitoba. Fait qu'il n'y a pas vraiment de raison que le Québec ne le fasse pas. Dans le fond, il y a déjà de l'argent qui est disponible. La seule chose, ce serait de l'organiser. Mais pour moi, c'est un peu un non-sens qu'on n'ait pas déjà mis ça l'avant. Puis, tu sais, je salue vraiment là l'initiative de Québec solidaire de vouloir mettre ça à l'avant-plan parce que c'est vraiment quelque chose que concrètement peut se réaliser dans les prochains mois, années, si on décide de le faire, qui serait à coût nul. Puis, tu sais, même dans ces pétitions-là, là, tu sais, on le voit, ça a été même démontré que, tu sais, pour chaque dollar investi, ben, il y avait un retour au niveau des politiques de santé là, de 90 $ par dollar investi pour les contribuables. Fait que c'est sûr que c'est extrêmement intéressant, ben, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue santé publique, parce qu'on le sait que le revenu est directement en lien avec l'utilisation ben, de la contraception hormonale. Fait qu'on le voit très franchement qu'à la ligne de 50 000 $ de revenus, il y a vraiment une différence franche entre utilisatrices et non utilisatrices de la contraception hormonale. Puis on peut imaginer dans le contexte actuel où est-ce qu'il y a vraiment des très grandes pressions au niveau monétaire sur que ce soit le logement, l'alimentation, les femmes faisant partie des tranches de société qui sont le plus représentées dans les personnes à faible revenu, ben, clairement, la charge contraceptive, la charge monétaire contraceptive, ça fait une différence dans leur journée. Fait que je suis peut-être très, très, très bubbly dans mon idée, mais je ne comprends pas qu'à ce jour, ça ne soit pas fait puis qu'on ait encore besoin de lever le drapeau pour dire que ce serait une bonne idée. Je suis d'accord avec toi, puis tu sais, surtout que tu dis qu'au niveau fédéral, ça l'a déjà passé, puis qu'ils ont déjà, mis en place des budgets. C'est difficile de s'expliquer pourquoi au Québec on n'a pas suivi, surtout que la pétition, c'est une des pétitions qui a été le plus signée dans l'histoire de l'Assemblée nationale. Il y avait au-dessus de 95 000, Québécois qui ont signé la pétition. Donc, je pense que, tu sais, la faveur populaire est là aussi. Aussi, les produits d'hygiène menstruelle, là, c'est quand même une charge financière puis une charge mentale qui revient aux femmes, en plus de la contraception. Fait que, tu sais, je me dis, c'est aussi de donner une certaine émancipation aux femmes pour justement que ça soit une charge qui est plus partagée avec les partenaires ou comme charge individuelle, là, tu sais, de moins avoir toujours à avoir ça en tête, selon, nos activités puis notre mode de vie. Donc, c'est ça, je suis d'accord avec toi que c'est très curieux que dans d'autres provinces, ce soit déjà mis en place, mais pas chez nous. Si on fait un petit mot sur l'allaitement, là, tu sais, on n'en a pas parlé tantôt dans les indications officielles, là, mais les personnes qui allaitent ou qui viennent d'accoucher, est-ce qu'ils ont accès à de la contraception hormonale? Puis est-ce que c'est les mêmes molécules qu'on a pour,
la population générale? Beh, suite à l'accouchement, fait que, tu sais, encore une fois, si on a un accouchement qui a pas eu de complications, si on n'avait pas de contre-indication, au préalable, habituellement, on peut recommencer une méthode de contraception, hormonale, de 3 à 6 semaines après l'accouchement. Fait que c'est sécuritaire et dans le fond, le type de molécule va dépendre de est-ce qu'on souhaite allaiter ou pas. Parce qu'on sait que l'estrogène, ben, ça va avoir une influence sur, la capacité, la production de lait, la capacité à allaiter. Fait que pour quelqu'un qui souhaiterait allaiter, on va aller vers, une contraception hormonale qui est à base de progestérone seule. Pour les personnes qui ne souhaiteraient pas allaiter, on pourrait aller dans une contraception qui est combinée à ce moment-là. Aussi, tu sais, tantôt on parlait des alternatives, mais spécifiquement en allaitement post-accouchement, il y a une alternative qui est non hormonale, qui est, la technique de MAMA, qui est dans le fond, la technique de l'allaitement et de l'aménorrhée. Donc dans le fond, allaiter, ça stimule, ben, certaines hormones au niveau du corps qui empêchent l'ovulation. Donc, jusqu'à ce que l'enfant ait 6 mois, si on allaite de façon continue à un intervalle maximum de 4 heures dans la journée, 6 heures la nuit, on a une protection, une méthode contraceptive, qui est alternative, qui serait pas hormonale à ce moment. Mais qui est pas 100 fiable parce que là, tu viens de dire des paramètres quand même assez restrictifs. Fait qu'il faut juste faire attention parce qu'il y a beaucoup de femmes, c'est ça, qui pensent que l'allaitement, c'est une contraception 100 efficace. Mais là, tu sais, c'est ça, je veux juste renforcer sur ce que tu viens de dire, qu'il y a quand même un temps, des heures, très particulières à respecter. Donc, c'est comme difficile de savoir si on a ovulé ou pas. Puis le premier cycle qui va être ovulatoire, ben, souvent, on le saura pas. Fait qu'il peut quand même avoir une grossesse, là, subséquente. Fait que tu le dis, c'est super important. Tu sais, c'est ça, c'est que ces conditions-là doivent être respectées. Fait que, tu sais, s'il y a vraiment une journée, c'est comme: «Ah, mais oui, mais aujourd'hui, j'ai allaité aux 4h30», les conditions ne sont plus respectées. Fait que, tu sais, ça demande quand même une rigueur qui est assez importante, puis que parfois est difficile à atteindre compte tenu que, ben, la vie après un accouchement peut peut être un petit peu plus complexe, les heures de sommeil, tout ça, la gestion. Mais c'est pour ça que je les ai énumérés. C'est vraiment conditionnel à ce que ces 3 conditions-là soient, respectées. Donc aussi, tu sais, de prendre en compte, tu sais, c'est toujours de prendre en compte la réalité de la personne qu'on a devant soi. Oui, puis tu sais, ne serait-ce que la charge mentale que ça ajoute de surveiller ça. Tu sais, déjà qu'au début, on est un peu dans les vapes, toutes les hormones sont chamboulées, le cycle de sommeil. Là, il faut surveiller les cacas, les pipis, les nana tu sais? Fait que c'est ça, des fois, peut-être juste de s'enlever cette charge mentale-là, ça peut être une option aussi, mais je pense qu'après ça, c'est la décision revient à chaque personne, mais il faut être conscient que le risque n'est pas nul non plus. Comme tous Hem les autres moyens de contraception, Exactement, effectivement. c'est ça. Fait que, tu sais, c'est toujours une décision libre et éclairée à partir des informations qu'on va avoir reçues, puis notre réalité personnelle. Si on veut s'informer davantage, là, est-ce qu'il y a des ressources fiables en ligne qu'on peut aller voir, plutôt que des TikTok ou, des choses d'influenceurs qui ont aucun background médical? Ma référence, préférée d'entre tous, c'est le site macontraception.org. Je le trouve extrêmement complet, que ce soit pour, ben, des réponses sur la contraception qui est hormonale, les méthodes barrières, les méthodes naturelles. On explique, ben, tout ce en quoi consiste, ben, les risques-bénéfices, le pourcentage d'efficacité. Fait que pour les personnes qui veulent vraiment de l'information qui est juste et fiable, c'est fantastique. Le site aussi, ben, fait référence à d'autres sites qui peuvent être en lien avec, parce que ben, oui, la contraception, mais tu sais, l'éducation à la sexualité, le consentement peut aussi mener. J'aime beaucoup le site aussi de la Fédération du Québec du planning des naissances, la FQPN, qui peuvent donner des ressources aussi. Ben, s'il y a une grossesse qui est non désirée,
Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Les organismes qui peuvent, venir aider dans une optique qui est aussi, pro-choix. Donc ce site-là, c'est ça là, le site de macontraception.org, je le trouve complet en soi pour la contraception, mais aussi pour tous les liens vers d'autres organismes d'aide sur la sexualité ou, la grossesse, fait que c'est mon site. Un site, ça serait celui-là, qui donne beaucoup, beaucoup d'informations. Puis, tu sais, il y a aussi SOS grossesse, là, tu parles un peu de s'il y a des grossesses, tu sais, pour avoir, des options pro-choix. Ben, SOS grossesse, c'est un des Oui. organismes, là, je pense que qui est bien puis qui est fiable. Tu sais, on n'a pas parlé de la contraception, justement, d'urgence, là. Est-ce qu'on peut juste en glisser un petit mot sur, dans quelles circonstances on doit se présenter à la pharmacie pour une contraception d'urgence? Oui, bon point. Tu sais, la contraception, dans le fond, la contraception, souvent, on va dire orale d'urgence. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est dans le cas où est-ce qu'on a eu une relation sexuelle qui était non protégée ou qui pouvait être protégée, mais qui, pour une raison, quelconque, la protection ne pourrait ne pas avoir fonctionné. On pourrait, tu sais, penser à un bris d'une méthode barrière, on pourrait penser à une mauvaise utilisation, tu sais, comme un oubli d'une pilule contraceptive. Fait que tout ça, fait que dans ces cas-là où est-ce qu'il y aurait une grossesse, un risque de grossesse, on peut se présenter, à la pharmacie et à ce moment-là, c'est une contraception qui habituellement se prend par la bouche, puis qui, ferait en sorte qui empêcherait la nidification. Fait que si, ben, effectivement, il y aurait eu ovulation, il y aurait eu spermatozoïde qui, s'est rendu à destination, ben, ça empêcherait, un embryon de se nidifier, puis à ce moment-là, empêcherait, une grossesse, non désirée. Habituellement, on va recommander de se présenter à la pharmacie le plus rapidement possible suite à cette, relation sexuelle-là qu'on pense qui était à risque, parce qu'on a une fenêtre de 5 jours où est-ce qu'on a la plus grande efficacité avec ces produits-là. Parfait, merci de la précision, là. Je pense que ça vaut la peine d'en parler, aussi. Puis, tu sais, je fais bien des blagues, là, avec les réseaux sociaux qui sont remplis de désinformation, mais je pense qu'il y a aussi des belles ressources. Entre autres, là, la docteure Michelle Hould, qui est spécialiste en médecine publique, là, donc la MD colorée, qui est une bonne ressource, qui parle souvent de santé sexuelle puis de contraception. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu aurais à suggérer, qui sont sur les médias sociaux? Ben moi, c'était vraiment, ma numéro un. Elle vulgarise extrêmement bien, tout ce qui est, santé sexuelle, sans tabou aussi, parce qu'il y a beaucoup ça aussi, hein, d'avoir peur d'utiliser certains mots, certaines expressions, poser des questions très spécifiques, tu sais, au niveau de la santé sexuelle. Fait que moi, si, vous avez un compte à suivre, c'était clairement celle-là que j'avais à suggérer. C'est ça, puis les pharmaciens communautaires aussi, vous êtes des belles ressources. Fait que, tu sais, souvent, vous avez une proximité avec la population qu'on n'a pas nécessairement avec les médecins de famille parce que l'accessibilité est difficile. Donc, je pense que si on a des questions sur la contraception, sur les effets secondaires qu'on ressent, bien, d'aller en discuter avec notre pharmacien communautaire, ça peut être une bonne première avenue là, de traitement ou, tu sais, d'information. Est-ce que tu penses que, tu sais, est-ce qu'il faut appeler? C'est quoi la meilleure façon d'entrer en communication avec notre pharmacien? Ben souvent, la meilleure façon d'entrer en communication avec le pharmacien, c'est soit d'appeler. Il y a beaucoup de pharmacies maintenant qui offrent des plages de rendez-vous. C'est vraiment, on dit, là, j'aimerais prendre un instant avec mon pharmacien, j'ai beaucoup de questions. Ben, les pharmaciens peuvent prescrire la contraception hormonale. Fait qu'on peut prescrire la contraception orale d'urgence si une relation sexuelle qui est à risque, mais on peut aussi prescrire la contraception hormonale. Fait que, tu sais, d'appeler ou de prendre rendez-vous pour pouvoir, ben, justement discuter avec un professionnel dans une ère de confidentialité. Il y a des bureaux en pharmacie, on n'est pas obligé de discuter de ça sur le coin du comptoir, là. Fait qu'on peut aller dans le bureau pour répondre justement, demander au pharmacien de répondre aux questions, puis d'avoir, ben, une prescription d'un produit qui nous convient, qui pourrait être une contraception hormonale, mais qu'au final aussi, ça pourrait être aussi que, ben, suite aux discussions, on a besoin de plus de réflexion, de réfléchir ou, tu sais, d'aller vers autre chose. Fait que téléphoner,
C'est la meilleure ben, c'est sûr aussi, on peut sur place, mais des fois, s'il y a beaucoup de gens, ça peut être un petit peu plus, difficile. On peut attendre, mais si on est patient, on va prendre le temps. Mais, par téléphone, par rendez-vous, là, c'est vraiment une façon, facile d'avoir de l'information. Excellent. Fait que pour conclure, là, c'est quoi les grands messages clés que tu aimerais qu'on retienne sur la contraception, hormonale? Qu'est-ce qu'on veut déconstruire surtout comme mythe? Ben, ce que j'aimerais qu'on déconstruise, aujourd'hui, ben, c'est vraiment, sa son risque ou sa sécurité. C'est-à-dire que, malgré tout ce qu'on entend, la contraception hormonale, c'est un produit qui est sécuritaire, qui va répondre aux besoins de certaines personnes, qui ne répondront pas aux besoins de d'autres personnes. C'est super correct aussi. Mais j'aimerais vraiment qu'on lui redonne, sa place dans nos options, qui peut convenir ou pas. J'aimerais aussi que, on se lève notre chapeau ou qu'on se mette notre couronne de queen, là, en tant que femme, parce que moi, je trouve qu'un balado comme aujourd'hui ou des discussions comme on a, c'est vraiment de reprendre le pouvoir sur notre santé. On a été longtemps dans une ère, et on l'est encore, là, de sexisme médical, de paternalisme médical. Donc, la contraception hormonale a souvent été un peu banalisée. Faire comme, ah, c'est facile, je te prescris une contraception, bonne journée, on t'oublie. Mais vraiment, shout out à toutes ces femmes qui font comme, non, moi, je veux de l'info. Non, je veux que tu répondes à mes questions. Non, je veux que tu prennes le temps. Fait que bravo. Puis ça, pour moi, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on voit un changement dans les patterns de prescription. J'ai rien à rajouter, tout ça, c'est extrêmement complet, puis j'ai les mêmes souhaits que toi. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève, de ta générosité puis de ton temps. Je pense que c'était très éducatif, puis moi, ce que j'en retiens, c'est que justement, il y a différents types qui existent, il y a différents choix, mais qu'au final, c'est la personne que ça concerne qui va prendre la décision. Faut essayer d'en discuter puis de poser nos questions aussi, comme tu as dit, de prendre le temps. Puis, avec, toutes, les belles discussions puis les informations qu'on a, ben, on est capable de faire des choix libres et éclairés. Donc merci beaucoup Marie-Ève, à la prochaine. Merci pour ton invitation.